Mes parents m'ont dit que j'avais une semaine pour quitter la maison que je m'étais achetée. Mes parents m'ont dit que j'avais une semaine pour quitter la maison que je m'étais achetée parce que ma sœur en avait plus besoin après son mariage raté. Ils s'attendaient à ce que je la cède sans faire d'histoire. Au lieu de cela, j'ai vendu la maison en quelques jours. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 29 ans. Mes parents m'ont dit que j'avais une semaine pour quitter la maison que j'avais achetée avec mon propre argent parce que ma sœur aînée en avait plus besoin après avoir fait exploser son mariage. Ils s'attendaient à ce que je la cède sans faire d'histoire. Au lieu de cela, j'ai vendu la maison. Je sais que cela peut paraître extrême si vous avez grandi avec des parents normaux, du genre à célébrer leurs 2 enfants et à comprendre qu'un acte de propriété au nom d'une seule personne ne devient pas une propriété communautaire simplement parce que quelqu'un pleure assez fort. Mais ma famille n'a jamais fonctionné comme ça. Dans ma famille, il y avait Courtney, et puis il y avait moi. Courtney avait 32 ans, 3 ans de plus. Et dès l'instant où elle a appris à sourire sur commande, elle est devenue le soleil autour duquel mes parents gravitaient. J'étais l'ombre se tenant à proximité, tenant un dessin, un trophée, un bulletin scolaire, n'importe quoi qui pourrait prouver que j'existais, moi aussi. Quand j'avais 6 ans, j'ai essayé de montrer à mon père un dessin que j'avais fait de notre famille. J'avais colorié tout le monde avec soin, j'avais même mis à ma mère sa robe bleue préférée. Courtney est entrée avec un bulletin scolaire rempli de baies. Et soudain, mon dessin aurait tout aussi bien pu être un ticket de caisse. Mes parents ont agi comme si elle venait d'être acceptée en faculté de médecine. Regarde ça, n'arrêtez pas de dire maman. Courtney fait tellement d'efforts. Je suis resté là avec mes crayons à la main, apprenant une leçon que je continuerai à réapprendre pendant les 23 années suivantes. Courtney n'avait pas besoin de gagner pour être célébrée. Je devais gagner et quand même rester discrète à ce sujet. Quand j'avais 10 ans, j'ai gagné un championnat régional d'athlétisme. Je m'étais entraîné pendant des mois, courant jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, battant des filles plus âgées et plus grandes que moi, et je suis rentré à la maison avec cet immense trophée que je pouvais à peine porter. Papa l'a regardé et a dit, « Bon travail. Ne laisse pas ça te monter à la tête. » C'est tout. Mais quand Courtney a intégré l'équipe de basketball junior en seconde année, ce que la moitié de l'école a fait, ils lui ont organisé un dîner de célébration à l'Outback Steakhouse. Ballon, dessert, photos, toute la performance. Elle était assise là, rayonnante sous la fierté de mes parents, pendant que je poussais des frites dans mon assiette en me demandant ce que ça faisait d'être aimé si bruyamment. Courtney a compris très tôt qu'elle pouvait s'en tirer avec n'importe quoi. Elle cassait quelque chose et me le reprochait. Elle prenait de l'argent dans le portefeuille de maman. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui étais accusé de mentir. Une fois, elle a supprimé une des présentations de travail de papa de l'ordinateur et est restée assise là avec un petit sourire narquois coupable pendant que j'étais puni pour ne pas avoir protégé les fichiers correctement. J'avais 12 ans. Je ne savais même pas ce qu'était un stockage de sauvegarde. Mais dans notre maison, les faits comptaient moins que la version des événements de Courtney. À l'adolescence, elle était devenue tout ce que mes parents admiraient, jolie, charmante, athlétique, populaire et complètement allergique aux conséquences. Chaque petit ami était le bon. Chaque mauvaise note était due au fait que le professeur l'avait mal comprise. Chaque décision stupide n'était que Courtney en train de se trouver. Pendant ce temps, je travaillais l'été pour économiser pour l'université. Quand j'ai été accepté à l'université d'État avec une bourse d'études partielle, j'ai pensé qu'il serait enfin fier. Mon cadeau de fin d'études a été une carte d'essence de $20 et un sermon sur le fait que l'université était chère, donc je devais faire en sorte que ça compte. Pour la remise de diplôme de Courtney 2 ans plus tôt, il lui avait acheté une voiture. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision personnelle. Ces gens ne m'apprécieraient jamais. Alors, j'allais construire une vie où je n'aurais pas besoin d'eux. J'ai déménagé à 18 ans avec $400, 2 sacs de sport et un cœur rempli d'un ressentiment que j'étais trop fatigué pour nommer. Mon premier appartement sentait la cigarette et la vieille moquette. Le loyer dévorait presque tout ce que j'avais. L'université est devenue un flou de ramen, de boissons énergisantes, de quarts de nuit, de travaux d'aménagement paysager le week-end et d'été à travailler dans la construction parce que la paix était meilleure que tout ce que je pouvais trouver d'autre. Mes parents envoyaient des SMS pour les anniversaires et Noël. C'est tout. Leur attention restait fixée sur Courtney, nouvel ordinateur portable, argent pour les stages, relations via les amis de papa, un fonds pour un mariage à l'étranger.
Quand elle a rencontré Simon, un infirmier d'une bonne famille qui semblait assez stable pour survivre à son chaos, mes parents ont agi comme si le mariage de Courtney avec lui prouvait que chaque mauvais choix qu'elle avait jamais fait faisait secrètement partie d'un plan brillant. Pendant un certain temps, j'ai voulu le croire aussi. Simon était correct, gentil, même. Il travaillait dur, ne se vantait pas et avait la patience épuisée d'un homme qui pensait que l'amour signifiait absorber le désordre de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il devienne gérable. Courtney et Simon ont acheté une maison, ont parlé d'enfants, ont posté des photos de vacances souriantes. Mes parents se vantaient d'eux constamment. Pendant ce temps, je me suis construit pièce par pièce. J'ai obtenu un diplôme en finance et j'ai pris un poste dans une banque régionale spécialisée dans les prêts commerciaux. Ce n'était pas glamour, mais ça m'a appris comment l'argent fonctionnait réellement, le crédit, le risque, les actifs, la fraude. La différence entre paraître réussir et être en sécurité. Courtney a toujours été meilleure pour paraître réussir. Je suis devenu meilleur pour construire quelque chose de réel. À 27 ans, après des années à vivre comme une nonne, j'ai acheté ma propre maison. 3 chambres, un petit jardin, une cuisine rénovée, un quartier calme. L'hypothèque était inférieure au loyer de la plupart des gens, et chaque paiement constituait un capital dans quelque chose qui m'appartenait. Le jour où j'ai eu les clés, je suis resté dans le salon vide et j'ai pleuré, pas bruyamment, juste assez pour libérer le poids de chaque quart de nuit, de chaque vacances manquée, de chaque repas bon marché. De chaque fois où je m'étais dit non pour pouvoir enfin dire oui à la seule chose qui comptait. J'ai appelé mes parents. Maman a dit, c'est bien, ma chérie. Papa a dit, j'espère que tu peux te le permettre. Mais j'ai vu autre chose dans leurs yeux quand ils sont venus dîner quelques semaines plus tard. Pas de la fierté, de l'envie. J'aurais dû le reconnaître comme un avertissement. Pendant 2 ans, la vie a été belle. J'avais ma maison, ma routine, mon indépendance. J'ai même essayé de reconstruire des liens avec ma famille à petite dose, des dîners tous les quelques mois, des SMS pour les fêtes, des conversations polies où Courtney faisait des commentaires sur le confort de ma maison. Et Simon avait l'air mal à l'aise chaque fois qu'elle le disait comme une insulte. Puis, l'automne dernier, le mariage de Courtney a explosé. Elle s'est présentée à ma porte un jeudi soir, l'air de quelqu'un à qui on avait arraché le masque de sa vie. Cheveux sales, yeux rouges, les mêmes vêtements que la veille. Simon m'a quitté, a-t-elle dit. L'histoire est sortie par bribes. Elle le trompait depuis près d'1 an. Pas une seule erreur. Plusieurs hommes, des applications de rencontres, des chambres d'hôtel, 2 des collègues de Simon, des cartes de crédit communes utilisées pour des cadeaux et des week-ends. Simon avait tout découvert. Et son avocat était apparemment très, très bon. Courtney était assise sur mon canapé, sanglotant dans ses mains. Il prend tout, Lise. La maison, la voiture, la moitié de ma retraite. Il veut une pension alimentaire. Je suis foutu. Une partie de moi avait pitié d'elle. Une partie plus petite et plus silencieuse de moi pensait, enfin. Puis elle a levé les yeux. J'ai besoin d'argent pour un avocat. Un bon. 30? Peut-être 40 000. Je l'ai dévisagé. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu es ma sœur. Tu es la seule qui puisse aider. Non. Ses larmes se sont arrêtées presque instantanément. C'était la première fois que je le voyais. Pas du chagrin, pas de la peur, mais de la colère que je refuse le rôle qui m'avait été assigné depuis ma naissance. 3 semaines plus tard, mes parents sont venus chez moi un samedi matin et sont entrés sans y être invités. Papa m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Courtney a besoin d'un nouveau départ. » Maman a croisé les bras. Cette maison est trop grande pour une seule personne. Et d'un coup, j'ai su exactement ce qu'il voulait. Mon père n'a même pas essayé d'adoucir les choses. Il se tenait dans mon salon comme s'il avait le droit de l'inspecter. Comme si les murs, les parquets, l'hypothèque et les années de sacrifice derrière chaque centimètre de cette maison étaient tous négociables parce que Courtney avait enfin rencontré une conséquence dont elle ne pouvait pas se sortir par la séduction, les larmes ou le charme. Nous avons réfléchi à ta situation, a dit papa. Ma situation? Maman m'a lancé l'expression qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente puéril de remarquer l'injustice. Tu as 29 ans, Elisabeth, célibataire, vivant seule dans une maison de 3 chambres. J'ai acheté une maison de 3 chambres. Et Courtney traverse une crise.
Papa a dit, elle a besoin de stabilité. J'ai ri une fois, parce que si je n'avais pas ri, j'aurais peut-être crié. Courtney a trompé son mari pendant 1 an avec plusieurs hommes. Ce n'est pas une crise. C'est une conséquence. Maman a tressailli comme si j'avais dit quelque chose de vulgaire. Ne sois pas cruel. Elle a fait des erreurs. Elle a fait des réservations d'hôtel. Le visage de papa s'est durci. Simon essaie de la détruire. Non. Simon a découvert qu'elle avait détruit leur mariage. Maman s'est approchée, baissant la voix comme si elle essayait de me guider doucement vers la folie. Courtney a besoin d'un endroit où elle peut se reconstruire. Cette maison serait parfaite pour elle. Les pièces supplémentaires, le quartier, le calme. Tu pourrais revenir vivre avec nous jusqu'à ce que tu décides de la suite. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu parler. Ils étaient entrés dans la maison que j'avais payée, la maison que j'avais méritée, et me disaient de retourner dans la maison de mon enfance où j'avais passé 18 ans à être invisible pour que Courtney puisse se remettre du désastre qu'elle avait créé. Non, ai-je dit. La mâchoire de papa s'est crispée. Ce n'est pas une négociation. Absolument pas. Il a pris cela pour un accord pendant une demi-seconde. Puis il a vu mon visage. C'est ce que fait une famille, a-t-il lancé. Une famille fait des sacrifices. Où était cette énergie quand je cumulais 3 emplois à l'université? Maman a soupiré. C'était différent. Tu avais besoin d'apprendre la responsabilité. Et Courtney a besoin de l'éviter? Papa a montré le hall d'entrée comme si la maison elle-même était une preuve contre moi. Tu es jeune. Tu peux recommencer. Courtney a tout perdu. Elle a tout jeté. Elle est ta sœur. Et je suis ta fille. Silence. C'était toujours la phrase qu'il détestait. Celle qui les forçait à se souvenir que nous étions deux. Papa s'est repris le premier. Tu as 1 semaine pour faire tes valises. Je l'ai dévisagé. 1 semaine, a-t-il répété. Fais ce qu'il faut. Après ça, nous nous en occuperons nous-mêmes. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai ouverte. Sortez. Maman a halté. Elisabeth, sors de ma maison avant que j'appelle la police. Ils sont partis, mais papa s'est arrêté sur le seuil. Tu le regretteras. J'ai regardé leur voiture disparaître au bout de ma rue, et quelque chose en moi s'est figé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise sur mon canapé jusqu'au lever du soleil, fixant les murs, pensant à toutes les fois où j'avais ravalé ma rage pour la paix familiale. Chaque SMS d'anniversaire qu'ils oubliaient jusqu'au soir. Chaque dollar que Courtney recevait pendant que j'apprenais à faire durer les ramen pour le dîner. Chaque moment de fierté que j'avais porté seul parce qu'ils étaient trop occupés à l'applaudir. À 6 heures du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. S'ils voulaient ma maison à ce point, ils pouvaient la voir, mais pas de la manière qu'ils pensaient. D'abord, j'ai appelé une agente immobilière nommée Rebecca, une femme perspicace spécialisée dans les ventes rapides. Ensuite, j'ai appelé un service d'appartement en centre-ville. Puis, j'ai appelé ma banque pour discuter de la liquidation d'un petit compte d'investissement pour les frais de déménagement. Le lundi soir, Rebecca parcourait ma maison avec une tablette, prenant des notes. « Vous voulez la vitesse plutôt que le prix ?» a-t-elle demandé. La vitesse avant tout. Sur ce marché, avec cet état, nous pouvons aller vite, mais une clôture vendredi est extrêmement serrée. Alors trouvez quelqu'un qui peut clôturer vendredi. Elle m'a étudié un instant, puis a hoché la tête. Acheteur au comptant uniquement. Exactement. Le mercredi, j'avais signé un bail pour un appartement d'une chambre en centre-ville, à distance de marche du travail. Propre, lumineux, disponible immédiatement. Le propriétaire a adoré ma cote de crédit et a encore plus aimé que je paie le premier mois, le dernier mois et la caution sans sourciller. J'ai déménagé discrètement. D'abord les vêtements, les documents, les bijoux, mon équipement de travail, puis les meubles auxquels je tenais. Tout le reste est allé dans un garde-meuble ou est resté en place pour les visites. Je voulais que la maison soit assez belle pour être vendue et assez vide pour que rien de moi ne reste lorsque ma famille arriverait pour la voler. Mercredi après-midi, Rebecca a appelé. Nous avons plusieurs offres, 3 au comptant. Un couple offre 15 000 de plus que le prix demandé et renonce à l'inspection. Des médecins qui déménagent d'un autre état.
David et Michel. Ils veulent clôturer vendredi. C'est fait. Vous ne voulez pas y réfléchir? J'y réfléchis depuis 29 ans. Jeudi matin, j'ai rencontré les acheteurs. David et Michel étaient gentils, fatigués et excités d'une manière qui me serrait la poitrine. Ils cherchaient depuis des mois. Ils adoraient les fenêtres, la cuisine, le petit jardin. Michel s'est tenu dans le salon et a dit « Cet endroit semble paisible ». J'ai failli lui dire que c'était le cas. Puis j'ai réalisé qu'il avait cessé d'être paisible au moment où mes parents ont décidé que les chèques de Courtney comptaient plus que ma propriété. Vendredi matin, nous avons clôturé la vente. Juste comme ça, la maison n'était plus à moi. David et Michel ont eu les clés. J'ai eu un chèque plus gros que tout ce que j'avais jamais tenu. Le plan de ma famille est mort dans un bureau au mur beige, avec un tampon de notaire et ma signature sur la dernière page. Samedi matin, j'étais assise dans mon appartement du centre-ville avec un café et une part de pizza froide, regardant l'application de la caméra de sécurité de la maison. À 9h23, l'alerte de mouvement est arrivée. Le VUS de mon père s'est garé dans l'allée avec une remorque U-Haul derrière. Maman était assise sur le siège passager, l'air suffisant. Courtney suivait dans sa BMW déglinguée, des cartons entassés sur la banquette arrière, des meubles mal attachés sur le toit. Ils étaient vraiment venus pour emménager. Papa a marché jusqu'à la porte et a cogné dessus. « Elisabeth » a-t-il crié. « Ouvre cette porte. Nous sommes là pour aider Courtney à emménager. » Mon téléphone a commencé à s'allumer. Appel de papa, maman, Courtney. J'ai coupé la sonnerie et j'ai regardé. Courtney a essayé la poignée, a frappé, a cogné, puis a disparu sur le côté de la maison. Une minute plus tard, elle est revenue en tenant une brique d'aménagement paysager du parterre de fleurs. Pendant une brève seconde, j'ai pensé que même Courtney n'était pas si stupide. Puis elle l'a fracassé contre la fenêtre du salon. Le son est parvenu par le haut-parleur de la caméra, net et clair, du verre qui se brise. Pendant une seconde, je suis restée assise là, dans mon appartement du centre-ville, le café refroidissant dans ma main, regardant ma sœur aînée se tenir sur ce qui était mon Porsche avec une brique d'aménagement paysager dans son poing et la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais cru que les conséquences s'appliquaient à elle. Puis Courtney a passé la main par la fenêtre brisée, a déverrouillé la porte de l'intérieur et l'a poussée. Ma mère a couvert sa bouche, mais elle a quand même suivi. Mon père a d'abord regardé des deux côtés de la rue, non pas comme un homme horrifié par un crime, mais comme un homme vérifiant si des voisins l'avaient vu. Puis tous les trois sont entrés. J'aurais dû ressentir de la panique, peut-être de la tristesse, peut-être une dernière douleur en voyant ma famille s'introduire physiquement dans la maison que j'avais aimée. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange calme glacial. Ils m'avaient dit qu'ils s'en occuperaient eux-mêmes. Maintenant, ils le faisaient exactement, filmé en haute définition. Pendant environ 10 minutes, la caméra n'a montré que le jardin vide, la remorque U-Haul, la BMW surchargée de Courtney et la fenêtre brisée qui captait la lumière du matin comme de la glace. J'ai imaginé ce qu'ils voyaient à l'intérieur. Pas mon canapé, pas ma bibliothèque, pas ma tasse de café près de l'évier, ni le tableau encadré que j'avais accroché au-dessus de la cheminée. David et Michel avaient déjà commencé à emménager. Leurs cartons étaient empilés dans le salon. Leurs photos de famille étaient appuyées contre le mur. Le sac à dos d'un enfant était près des escaliers. Il y avait des chaussures près de la porte qui ne m'appartenaient pas et n'appartiendraient jamais à Courtney. Puis Courtney est sortie en trombe par la porte d'entrée, portant une boîte en carton qui n'était certainement pas la sienne. Elle criait, mais le son se coupait par intermittence. Mes parents l'ont suivie, tous deux frénétiques maintenant. Maman gesticulait sauvagement vers la maison. Papa se tenait sur la pelouse, figé, son visage vide de la manière dont les gens regardent lorsque la réalité refuse de suivre leur scénario. Puis David et Michel sont arrivés dans l'allée. Michel est sortie la première. Elle a vu la fenêtre brisée, les étrangers sur sa pelouse, la boîte dans les mains de Courtney, et a crié « Des voleurs !» Quelqu'un cambriole notre maison. David a bougé plus vite. Il était bâti comme le genre d'homme qui soulève encore des poids après ses études de médecine, et il a marché droit sur Courtney. « Qu'est-ce que tu fous avec nos affaires ?» Courtney a reculé. « Vos affaires ? C'est la maison de ma sœur. »« Non, » a sèchement répondu David. « Nous avons acheté cette maison hier. »
Mon père s'est avancé, essayant de regagner l'autorité qu'il avait perdue à la seconde où l'acte de propriété avait cessé de m'appartenir. Il y a eu un malentendu, a-t-il dit. Je suis le père d'Elisabeth. Michel était déjà au téléphone. Je me fiche de qui vous êtes. Vous êtes entré par effraction dans notre maison. Le visage de Courtney s'est tordu. C'est une propriété familiale. David a montré la fenêtre brisée. Alors pourquoi êtes-vous entré par effraction? Cela l'a fait taire pendant une demi-seconde. Michel a couru à la voiture et est revenu avec un dossier, les papiers de clôture, la preuve de transfert de propriété. Elle a brandi les documents vers mon père, et j'ai regardé à travers la caméra la couleur quitter son visage. C'est à ce moment-là qu'il a compris. Pas quand j'ai dit non. Pas quand je lui ai dit de partir. Pas quand j'ai vendu la maison. C'est seulement quand un étranger lui a mis des documents légaux sous le nez que mon père a réalisé que son autorité sur moi avait finalement expiré. Michel a appelé la police. Puis David a appelé le numéro d'urgence que je leur avais laissé lors de la clôture au cas où ma famille tenterait quelque chose. J'ai répondu à la première sonnerie. Elisabeth, a-t-il dit, le souffle court. Il y a des gens ici. Ils sont entrés par effraction. Je sais, ai-je dit. J'arrive. J'ai conduit lentement. Non pas parce que j'essayais d'être dramatique, mais parce que je voulais que la police arrive en premier. J'avais passé ma vie à être entraîné dans le chaos familial et à devoir le régler avant que des étrangers ne voient la vérité. Cette fois, je voulais des témoins. Quand je suis arrivé, 2 voitures de police étaient garées à l'extérieur. Les voisins se tenaient sur leur porche, faisant semblant de ne pas regarder. Courtney était sur la pelouse, le visage rouge et tremblante. Ma mère pleurait. Mon père parlait à un officier, les mains levées comme s'il pouvait négocier la réalité. Courtney m'a vu et a chargé vers l'avant. Psychopathe, a-t-elle hurlé. Qu'est-ce que tu as fait? Un officier l'a attrapée avant qu'elle ne m'atteigne. Je suis passé devant elle et j'ai tendu un dossier à l'officier principal. C'était ma maison jusqu'à hier, ai-je dit calmement. Je l'ai vendue légalement à David et Michel. Ma famille m'a donné une semaine pour la céder à ma sœur après son divorce. J'ai refusé. Ils sont venus aujourd'hui pour l'installer, ont brisé une fenêtre, sont entrés dans la propriété et ont retiré des biens qui ne leur appartiennent pas. David et Michel ont tout confirmé. J'ai montré à l'officier les documents de vente, l'ancien acte de propriété, la confirmation de clôture et les images de la caméra sur mon téléphone. Courtney continuait de crier. Elle nous a piégés. Elle savait que nous venions. Oui, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Je savais exactement qui vous étiez. L'officier s'est tourné vers Courtney. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour effraction, cambriolage et destruction de biens. C'est à ce moment-là que ma mère a commencé à se lamenter. S'il vous plaît, non. C'est un malentendu familial. Michel la regarda avec incrédulité. Elle a cassé ma fenêtre. Papa a essayé de parler plus fort que tout le monde. Notre fille a créé cette situation. Non, ai-je dit. Courtney a créé sa situation quand elle a détruit son mariage. Vous avez créé la vôtre quand vous avez décidé que ma vie était quelque chose que vous pouviez redistribuer. Les voisins se sont tus. J'ai regardé Courtney, qui était maintenant menottée, me fixant toujours comme si je l'avais trahi en refusant d'être volé. Tu voulais ma maison parce que tu avais tout perdu, ai-je dit. Mais tu n'as pas tout perdu. Tu as tout jeté. Son visage s'est décomposé alors, juste pour une seconde. Pas de regret. De la rage interrompue par l'humiliation. Tu es ma sœur, a-t-elle craché. Et cela ne signifie pas que j'existe pour réparer les dégâts que tu causes. Ils l'ont mise à l'arrière de la voiture de police pendant que maman sanglotait et que papa fixait la fenêtre brisée. Je pensais que je me sentirais victorieuse. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais libre. Et la liberté, j'apprenais, est plus silencieuse que la vengeance. Courtney a passé 6 mois en prison de comté. Cette peine semble sévère jusqu'à ce que vous vous rappeliez qu'elle a brisé une fenêtre, est entrée dans une maison qui ne lui appartenait pas, a pris des biens appartenant à des étrangers et a crié sur les propriétaires réels comme s'ils étaient des intrus dans leur propre salon. Pendant la majeure partie de mon enfance, les conséquences pour Courtney avaient toujours été négociables. Les choses cassées devenaient des accidents.
La cruauté devenait du stress. Les mensonges devenaient des malentendus. Mais le système juridique se fichait qu'elle ait été autrefois l'enfant prodige. Le juge se fichait que maman pleure. Le rapport de police n'était pas assorti d'une réduction familiale. Effraction. Destruction de biens. Les accusations de cambriolage ont été réduites dans le plaidoyer final, mais toujours suffisantes pour être retenues. 6 mois en prison de Comté. Des amendes. Un dédommagement à David et Michel. Des travaux d'intérêt général après sa libération. Mes parents ont agi comme si j'avais personnellement construit la cellule de prison. 3 semaines après l'arrestation de Courtenay, maman a appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai fait l'erreur de le laisser aller sur la messagerie vocale au lieu de le bloquer immédiatement, ce qui signifiait que sa voix m'attendait après le travail comme un fantôme d'une maison que je ne possédais plus. Elisabeth, a-t-elle dit, pleurant déjà. S'il te plaît, nous devons guérir de ça. Courtenay est ta sœur. Tu dois abandonner les charges. Elle a fait une erreur. Elle a peur. Nous avons tous peur. Ton père et moi ne savons pas combien de temps nous pourrons encore supporter. Puis est venue la vraie demande. Et elle a besoin d'aide pour les frais de justice. Si tu pouvais juste contribuer quelque chose, n'importe quoi, cela montrerait au tribunal que la famille est unie. J'ai écouté les 5 minutes entières. Puis j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il y avait quelque chose de presque stupéfiant dans la constance. Même après que Courtenay ait essayé de voler ma maison, même après qu'elle se soit introduite dans la maison de quelqu'un d'autre, même après qu'elle soit devenue une véritable criminelle au lieu d'être simplement la favorite de la famille avec un mauvais jugement. Ma mère voyait toujours mon rôle clairement. Payer, pardonner, absorber. J'ai bloqué le numéro. Le divorce de Courtenay s'est déroulé exactement comme elle le craignait. L'avocat de Simon avait tout, les messages, les factures d'hôtel, les photos, les relevés de cartes de crédit, les preuves qu'elle avait dépensé l'argent du mariage dans des liaisons tout en lui disant qu'ils économisaient pour l'avenir. Sans l'argent pour le genre d'avocat qu'elle pensait mériter, Courtenay s'est fait écraser. Simon a gardé la maison. La plupart des actifs lui sont revenus. Courtenay a quitté le mariage avec des dettes, des dommages juridiques et une réputation qui ne pouvait plus être polie par le déni de mes parents. Mon père a essayé une fois de me joindre par courriel. Objet, tu es allé trop loin. Le corps du message contenait 3 paragraphes sur la honte familiale et sur le fait qu'aucune fille décente ne resterait les bras croisés pendant que sa sœur était détruite. Je n'ai pas répondu. Une semaine plus tard, il en a envoyé un autre. Ta mère ne peut pas dormir. Est-ce ce que tu voulais? J'ai supprimé celui-là aussi. Ce que je voulais était simple. Je voulais que la maison que j'avais achetée ne soit pas traitée comme une compensation pour les échecs de Courtenay. Je voulais que mes parents se souviennent qu'ils avaient 2 filles. Je voulais que ma sœur arrête de confondre sauvetage et amour. Rien de tout cela ne s'était produit. Alors, j'ai choisi quelque chose de mieux. La distance. L'argent de la vente a changé ma vie plus vite que je ne l'avais prévu. Après avoir remboursé ma voiture et mes prêts étudiants, il me restait encore assez pour constituer un fonds d'urgence qui pourrait me faire vivre pendant 2 années complètes si je ne gagnais plus un seul dollar. J'ai maximisé mes comptes de retraite, payé les factures médicales restantes et emménagé dans mon appartement du centre-ville avec une sorte de légèreté que je n'avais jamais connue. L'appartement était plus petit que la maison. Une chambre, de hautes fenêtres, une cuisine qui pouvait à peine accueillir 2 personnes si l'une d'elles ouvrait le réfrigérateur, pas de jardin, pas de pièces supplémentaires, pas d'espace pour un enfant prodige en crise. Je l'ai aimé immédiatement. Chaque matin, je marchais pour aller au travail au lieu de conduire. J'achetais du café dans un petit endroit au coin de la rue où la barista a appris ma commande dès la 3e semaine. Je dormais sans écouter les pneus dans l'allée ou les parents à la porte. Ma vie est devenue plus petite en superficie et plus grande à tous les autres égards. David et Michel m'ont envoyé une carte de remerciement après que le désordre juridique se soit réglé. Leurs mots disaient qu'ils aimaient la maison, que leurs enfants avaient commencé à l'école primaire locale et que Michel avait planté un potager là où se trouvait mon ancien foyer. Elle a inclus une photo de 2 jeunes enfants debout dans le jardin avec les mains boueuses et des sourires fiers. J'ai regardé cette photo pendant longtemps. Je n'ai pas ressenti de jalousie. J'ai ressenti du soulagement. La maison était redevenue un foyer. Juste pas pour les personnes qui avaient essayé de la prendre. Vers le 4e mois,
j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Il s'appelait Marcus. Et avant que quiconque ne demande, non, pas un prince sauveur spectaculaire d'un coup de foudre. C'était un chef de projet que j'ai rencontré lors d'un événement professionnel de finance, un sens de l'humour peint sans rire, des yeux gentils et la capacité rare de poser une question et d'écouter réellement la réponse. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai raconté la version courte de l'histoire de la maison. La plupart des gens auraient dit, mais c'est quand même ta famille. Marcus non. Il a dit, ça a dû être terrifiant, de réaliser que les personnes qui étaient censées te protéger voyaient ta stabilité comme quelque chose qu'ils pouvaient prendre. Je l'ai fixé à travers la table, la fourchette suspendue à mi-chemin de ma bouche. Puis j'ai pensé, oh, c'est donc ça que l'on ressent quand quelqu'un comprend la blessure au lieu de défendre le couteau. Je ne me suis précipité dans rien. J'avais passé trop de temps à me reconstruire pour donner une clé à quelqu'un rapidement. Mais Marcus respectait ça. Il n'a jamais insisté, ne m'a jamais taquiné sur ma prudence, n'a jamais agi comme s'il avait droit à mon temps ou à mon espace. Rien que ça me semblait révolutionnaire. Au moment où Courtney a été libérée, j'avais cessé de chercher des nouvelles. J'entendais des choses quand même parce que les nouvelles circulent par les quelques parents qui n'étaient pas complètement empoisonnés par le récit familial. Courtney vivait dans un studio de l'autre côté de la ville, travaillait dans un centre d'appel, conduisait une voiture avec 200 000 miles au compteur. Mes parents l'avaient brièvement hébergée, puis avaient découvert qu'ils ne pouvaient pas gérer la version d'elle qui existait sans argent, sans mariage ou sans admiration pour la maintenir. Maman a essayé de dire aux gens que j'avais abandonné tout le monde. Mais l'histoire ne passait plus comme avant. Trop de gens avaient vu le rapport de police. Trop de gens avaient entendu dire que les nouveaux propriétaires avaient surpris Courtney à l'intérieur de la maison. Trop de gens connaissaient maintenant la version de Simon. Pour une fois, la vérité avait des documents. Certaines personnes pourraient penser que je suis allé trop loin. Que j'aurais dû donner une seconde chance à Courtney, que les parents ont des défauts, mais restent des parents, que la famille devrait rester unie, que vendre la maison était méchant, que laisser Courtney en prison était cruel. Ces gens n'ont probablement jamais été le bouc émissaire de la famille. Ils ne savent pas ce que c'est que de passer toute sa vie à se faire dire que l'on est moins important, puis de voir les mêmes personnes se retourner et exiger la meilleure chose que vous ayez jamais construite parce que l'enfant important a de nouveau échoué. Ils ne savent pas ce que coûte d'être le responsable dans une famille qui traite la responsabilité comme une permission de vous prendre des choses. J'ai passé 29 ans à être le plan de secours. La fille tranquille, celle qui comprendrait, celle qui recommencerait parce que Courtney ne le pouvait pas. Plus maintenant. La maison était partie, mais la perdre ne m'a pas brisé. Elle m'a libéré. Elle m'a donné de l'argent, de la distance et la preuve que je pouvais prendre une décision pour moi-même, même lorsque toute ma famille appelait cela une trahison. Mes parents voulaient que je leur cède la vie que j'avais construite. Au lieu de cela, j'ai vendu le champ de bataille et j'ai gardé l'avenir. Mes parents ont essayé de prendre contact exactement une fois après l'arrestation de Courtney. 3 semaines plus tard, ma mère a laissé un message vocal de 5 minutes d'un numéro inconnu. Elle a pleuré pendant la majeure partie, mais pas une seule fois elle n'a demandé si j'allais bien. Pas une seule fois elle n'a dit qu'elle était désolée d'avoir essayé de me forcer à quitter ma propre maison. Pas une seule fois elle n'a mentionné David et Michel, la fenêtre brisée, ou le fait que Courtney était entrée dans la maison de quelqu'un d'autre et avait commencé à jeter leurs affaires sur la pelouse. Au lieu de cela, elle a parlé de guérison, de pardon familial, de la peur de Courtney, de l'épuisement de mon père. Puis est venue la vraie raison de l'appel. Elisabeth, a-t-elle dit, la voix tremblante. Si tu pouvais aider avec ces frais de justice, même un peu, cela montrerait au tribunal que nous sommes unis en tant que famille, et peut-être que tu pourrais parler aux nouveaux propriétaires, leur demander d'abandonner les charges. Tu sais, c'est allé trop loin. J'ai écouté tout le message dans la cuisine de mon appartement. Puis j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Ce n'était pas de la joie. C'était de la reconnaissance. Après tout, ils me voyaient toujours comme le fonds d'urgence, le plan de secours, la fille stable dont la vie pouvait être encaissée chaque fois que Courtney n'avait plus d'option. J'ai bloqué le numéro. Courtney a passé 6 mois en prison de comté. L'accusation de cambriolage a été réduite dans le plaidoyer final, mais les fractions, la destruction de biens, les amendes, le dédommagement et les travaux d'intérêt général ont tous été maintenus. David et Michel ont dû réparer la fenêtre, remplacer les biens endommagés et vivre pendant des mois avec le souvenir d'étrangers envahissant leur toute nouvelle maison.
Le tribunal se fichait que Courtney pleure. Il se fichait que mes parents appellent cela un malentendu. Pour une fois, l'histoire ne se décidait pas à notre table de dîner familial. Le divorce de Courtney s'est déroulé exactement aussi mal qu'elle le craignait. L'avocat de Simon avait tout, les messages, les reçus d'hôtel, les relevés de cartes de crédit, les preuves des liaisons, la preuve qu'elle avait dépensé l'argent du mariage pour des hommes qui n'étaient pas son mari. Sans argent pour le genre d'avocat qu'elle voulait, Courtney s'est fait écraser. Simon a gardé la maison. La plupart des actifs lui sont revenus. Courtney est partie avec des dettes, une réputation ruinée et personne pour prétendre qu'elle ne faisait que se trouver. Mes parents m'ont blâmé pour tout cela. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Papa a envoyé un courriel avec pour objet « Tu es allé trop loin ». Je l'ai supprimé sans l'ouvrir. L'argent de la vente de la maison a changé ma vie d'une manière que je n'avais pas prévue. Après avoir remboursé ma voiture et mes prêts étudiants, j'ai constitué un fonds d'urgence qui pourrait me faire vivre pendant 2 années complètes. J'ai maximisé mes comptes de retraite. J'ai emménagé dans mon appartement du centre-ville, plus petit que la maison, mais plus léger en quelque sorte. Une chambre, de grandes fenêtres, une petite cuisine. Pas de chambre d'amis pour les enfants prodiges en crise. J'ai adoré. Chaque matin, je marchais pour aller au travail avec un café du coin. Chaque soir, je rentrais chez moi dans un silence qui m'appartenait. Pas de parents qui passent à l'improviste avec des exigences. Pas de Courtney transformant mes réussites en ressources. Personne ne me demandant de recommencer parce qu'elle avait de nouveau échoué. David et Michel m'ont envoyé une carte de remerciement après la fin du désordre juridique. Ils ont dit qu'ils aimaient la maison, que leurs enfants avaient commencé à l'école primaire locale et que Michel avait planté un potager dans le jardin. Elle a inclus une photo des enfants debout dans la terre, souriant avec les mains boueuses. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. La maison était redevenue un foyer, juste pas pour les personnes qui avaient essayé de la voler. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un nommé Marcus. Il était patient, drôle et n'a jamais traité mes limites comme un défi. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai raconté la version courte de ce qui s'était passé, m'attendant à la phrase habituelle sur le fait que la famille reste la famille. Au lieu de cela, il a dit « Ça a dû être terrifiant », de réaliser qu'il voyait ta stabilité comme quelque chose qu'il pouvait prendre. J'ai failli pleurer sur place, devant l'apéritif. C'était ce dont j'avais besoin que quelqu'un comprenne. Il ne s'agissait jamais seulement d'une maison. Il s'agissait de s'entendre dire toute ma vie que ce que je construisais comptait moins que ce que Courtney perdait. Courtney a finalement emménagé dans un studio de l'autre côté de la ville et a commencé à travailler dans un centre d'appel. Mes parents l'ont brièvement hébergé, puis ont découvert que la version de Courtney sans argent, sans mariage ou sans admiration était plus difficile à vénérer. J'ai entendu des bribes par des parents éloignés, mais j'ai arrêté de demander. Certaines personnes pensent probablement que je suis allé trop loin. Que j'aurais dû pardonner. Que j'aurais dû aider, que tout le monde mérite une seconde chance. Que la famille devrait rester unie. Ces gens n'ont probablement jamais été le bouc émissaire de la famille. Ils ne savent pas ce que c'est que de travailler pendant des années pour construire un seul endroit sûr, pour ensuite voir ses propres parents le regarder et y voir une solution pour l'enfant qu'ils aimaient plus fort. J'ai passé 29 ans à être le plan de secours, celle qui comprend. La fille qui pouvait recommencer parce que Courtney ne le pouvait pas. Plus maintenant. Vendre la maison, ce n'était pas perdre mon rêve. C'était refuser de les laisser le voler et d'appeler ce vol de l'amour. Mes parents voulaient que je leur cède la vie que j'avais construite. Au lieu de cela, j'ai vendu le champ de bataille et j'ai gardé l'avenir. Pour la première fois depuis mon enfance, je n'attends pas que quelqu'un remarque que j'ai de l'importance. Je le sais déjà.